Voyons maintenant le théorème de Hahn-Banach dans le cas réel, on verra ensuite le cas complexe. Alors Hahn-Banach, il s'agit de deux mathématiciens, Hans Hahn, qui est autrichien, et Banach, Stéphane Banach, qui est polonais. Tous les deux, c'est fin 19e siècle et puis première moitié du 20e siècle. Donc tous les deux, ils ont travaillé sur la topologie, les débuts de la topologie et puis de la théorie des ensembles. Donc ils font partie des gens qui ont créé les fondements de la topologie et de la théorie des ensembles, notamment Stéphane Banach. Voilà. Alors Stéphane Banach, c'est un très grand mathématicien, spécialiste d'analyse fonctionnelle, quasiment il l'a créé. Et puis il a travaillé sur les notions d'espace vectoriel normé, notion de dual topologique, on lui doit le théorème du graphe fermé, et il a travaillé aussi sur la mesure de Hausdorff, etc., sur plein de choses en fait. Très grand mathématicien que Stéphane Banach. On a En qui est un espace vectoriel normé, et F qui est un sous-espace vectoriel de E, U une forme linéaire sur F, vérifiant U de x inférieur ou égal à n de x, quel que soit x appartenant à f. Alors, dans les énoncés, vous verrez souvent que n est une semi-norme, et vous verrez souvent aussi ici des modules aux valeurs absolues. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, il existe une forme linéaire, U tilde sur E, qui prolonge U. Donc, ça veut dire que U tilde de x est égal à U de x sur E. Sur F, voilà, sur F, tel que U tilde de x est inférieur ou égal à n de x, quel que soit x appartenant à E. Excusez-moi, je ne suis pas très bien réveillé. Petit 1 soit grand X, l'ensemble des couples grand G, petit g. Grand G est un sous-espace vectoriel de E, vérifiant ça. Donc, et G, une forme linéaire sur grand G, prolongeant U, tel que ça. Quel que soit X appartenant à G, c'est important. FU appartient à X, bon, parce que F est inclus dans F et puis que U prolonge U. Donc X est différent du vide et on peut définir une relation sur, que je vais appeler inférieure ou égale sur X, définie par ça, si et seulement si G est inclus dans G' et que G' prolonge G. On a évidemment GG qui est inférieur ou égal à GG puisque G est inclus dans G et que G prolonge G. Si on a ça, alors G est inclus dans G', inclus dans G seconde, et G seconde prolonge G' qui prolonge G, donc G seconde prolonge G, donc on a ça. Si GG est inférieur ou égal à ça, et qu'on a ça aussi, alors on a ça, donc G' égale G, comme G' est de X égale G de X, quel que soit X appartenant à G, bah G' est égal à G, et donc on a ça. Donc on a bien une relation d'ordre, on va montrer que ce couple est inductif. Donc on prend une famille de X totalement ordonnée par cette relation et on pose G égale union des GI. Donc comme tous les GI sont des sous-espaces vectoriels, ça va être un sous-espace vectoriel, quelle que soit la famille I. Et puis F, évidemment, on prend un K appartenant à I, F est inclus dans GK et donc il va être inclus dans G. Donc on est bien dans les conditions. Alors maintenant il y a un certain nombre de choses à vérifier. Soit, donc là je peux le souligner ici. Si X appartient à GI inter GJ, IJ appartenant à I, alors comme la relation est totale, soit on a ça, soit on a ça. Donc, soit on a ça, quel que soit X appartenant à GI, dans ce cas-là, d'accord? Ou bien, dans ce cas-là, on va avoir J de X égale GJ de X, quel que soit X appartenant à GJ. Dans les deux cas, on a ça. Ce qui va permettre de définir cette fonction de G vers R, d'accord, ça appartient à R, qui à X associe GK de X, puisque finalement, si X appartient à plusieurs grands GK, bah, c'est pas la peine, GK de X garde la même valeur. Donc c'est parfaitement défini, quel que soit X appartenant à G, il existe un K appartenant à I tel que X appartient à GK, donc G de X est égal à ça, qui va être inférieur ou égal à N de X, puisque GK de X vérifie ça. Donc G va le vérifier. D'accord?
Donc g de x est inférieur ou égal à n de x, quel que soit x appartenant à g, montrant qu'il est linéaire en prenant x, y appartenant à g, lambda appartenant à r. Il existe ij tel que l'on met ça, soit on a ça, soit on a ça. Je me place dans le premier cas. D'accord? À ce moment-là, gi est inclus dans gj et gj de x est égal à gi de x. Donc x, y appartient, les x, y appartiennent tous les deux à gj. Et lambda x plus y va appartenir à gj puisque c'est un espace vectoriel. Et g de lambda x plus y est égal à gj de lambda x plus y égale lambda gj de x plus gj de y puisque gj est linéaire. Et donc ça fait lambda g de x plus g de y. Et dans l'autre cas, on a la même chose, donc g est linéaire. Si x appartient à f, alors comme on a f inclus dans g, inclus dans l'union des gi, il existe i appartenant à i tel que x appartient à gi. On a alors g de x égale gi de x, et gi de x ça fait u de x, car x appartient à f. J'ai pris x appartient à f. Et gi prolonge u. Donc g prolonge u. Donc finalement on a toutes les bonnes conditions pour dire que gg appartient à x. C'est-à-dire qu'on a ça, on a une forme linéaire sur G, elle prolonge U et elle vérifie ça. Bon, on a ça donc. Quel que soit I appartenant à I, GI est inclus dans G. Et X, si X appartient à GI, alors G de X est égal à GI de X. Donc G prolonge bien GI. Donc on a bien ça, quel que soit I appartenant à I, ce qui veut dire que le G est un majorant de la famille GI pour la relation inférieure ou égale. Donc, on est parti au départ d'une famille totalement ordonnée par ça, une famille de X totalement ordonnée par ça, et on obtient donc n'importe quelle famille comme ça a un majorant. Donc ça veut dire que X avec la relation inférieure ou égale, j'aurais pu le mettre, est inductif. D'après l'axiome de Zorn, x a un élément maximal, que j'appelle encore grand G, G. Alors là, c'est plus le même qu'avant. Hein. Ok? Eh bien, on va montrer que G est égal à E. Alors, supposons que G soit différent de E, il existe A appartenant à moins G, c'est classique ça. Et on forme un autre espace, G' égale G, somme directe avec la droite engendrée par A. On prend un alpha appartenant à R et G' l'application qui est x plus TA appartenant donc à G', x, donc x appartient à G et T appartient à R. Cette écriture-là pour un élément de G' est unique. Donne Gx plus alpha T qui appartient évidemment à R. D'accord? Eh bien, soit x appartenant à G, T lambda appartenant à R, je vais m'intéresser à G de lambda y appartenant à G', donc de cette forme-là, plus y' appartenant à G', c'est-à-dire de cette forme-là. Et bon, après je développe, je dis que ça fait G' de ça, d'accord? Et donc ça va me faire G de ça, parce que ça appartient à G, donc ça va faire G de ça, plus alpha fois ça. Donc ça va faire, je mets de l'ordre là-dedans, je vous laisse vérifier, ça fait ça, et là je repère G' de x. Hein. Non, qu'est-ce que je repère ici? Je repère, oui, G' de x, d'accord? Lambda G' de x, et puis là, G' de x'. Voilà. Donc en fait, j'étais parti de G', je suis fatigué, de lambda y plus y', et je vois que ça fait lambda G de y, hein, d'accord, plus G de y'. Et ça, quel que soit y appartenant à G'. Donc j'en déduis que G' est linéaire. Voilà, bon bah. On termine la démonstration, donc là j'ai mis tout ce qu'on avait déjà démontré. G' prolongé, car si x appartient à grand G, G' de x est égal à G' de x plus 0a, c'est-à-dire est égal à G de x. On cherche alpha appartenant à R pour avoir G' de y inférieur ou égal à ny, quel que soit y appartenant à G'. C'est-à-dire G de x plus alpha t inférieur ou égal à n de x plus alpha a, quel que soit x appartenant à E et quel que soit t appartenant à R. Si x, y appartiennent à G, on a G de x moins
g de y qui va être égal à g de x moins y, qui, grâce à ça, puisque x moins y appartient à g, est inférieur ou égal à n de x moins y. Alors ensuite, une égalité triangulaire. Hein. Et donc, en faisant passer ça de ce côté et puis l'autre de l'autre, j'obtiens que g de x moins n de x moins a est inférieur ou égal à g de y plus n de a moins y. J'appelle ça ax, hein, et j'appelle ça by. Donc, en fait, le plus grand de ceux-là va être inférieur ou égal au plus petit de ceux-là. Et donc, comme le plus grand... Enfin, il y a un sub pour cela, puisqu'il est majoré par ça. N'importe quel élément comme ça, je majore n'importe quel comme ça. Donc ça veut dire que sub d'ax existe, appartient à R, que l'inf, pareil, existe, et qu'on a en fait ax inférieur ou égal à A, inférieur ou égal à B, inférieur ou égal à BY, quel que soit xy appartenant à G. Si je prends alpha appartenant à AB, et si x appartient à G, alors AX va être inférieur ou égal à A, qui va être inférieur ou égal à alpha, qui va être inférieur ou égal à B, qui va être inférieur ou égal à Bx. Et donc j'aurai G de x moins n de x moins A, inférieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à G de x plus n de A moins x, ce qui est pareil que n de x moins A. Et donc ça me fait valeur absolue de G de x moins alpha, inférieur ou égal à n de x moins alpha. X moins A, pardon. Soit x appartenant à G et t appartenant à R. Si t est égal à 0, x plus gta est égal à g de x qui est bien inférieur ou égal à ça. Si t est différent de 0, on pose y égale moins 1 sur tx qui appartient à g parce que c'est un sous-espace vectoriel. Gy moins alpha va être inférieur ou égal à n de y moins a. Donc, en multipliant par moins t de chaque côté dans les valeurs absolues et normes, j'obtiens ça, ce qui fait que g de moins ty plus t alpha est inférieur ou égal à n de x plus ta. Et donc, parce que le moins x, il est égal à yt, hein, g de x plus t alpha, en valeur absolue, est inférieur ou égal à n de x plus ta. D'accord? Donc, en fait... que t soit égal à 0 ou que t soit différent de 0, j'ai toujours ça. Donc en fait, j'ai g' de z qui va être inférieur ou égal à n de z, quel que soit z appartenant à g'. G' c'est ça, bien sûr. J'ai donc f inclus dans g, inclus dans g', inclus dans e, g', une forme linéaire sur g qui prolonge petit g, donc qui prolonge petit u, et g' de x qui est inférieur ou égal à n de x, quel que soit x appartenant à g'. Donc j'ai G', qui appartient à X et en plus j'ai G', et donc j'ai G', c'est pas en plus, c'est donc je vais avoir ça, puisque celui-là c'est le maximal de grand X. Ce qui veut dire que G' doit être inclus dans G et ça c'est faux. Donc ça veut dire qu'on a mal supposé et donc G doit être égal à E. Mais si G est égal à E, je pose U tilde est égal à G. C'est une forme linéaire sur grand G, et donc sur grand E, et donc sur grand E, car G est égal à grand E. Et par ailleurs, U tilde de x égale G de x est inférieur ou égal à n de x, quel que soit x appartenant à G, donc quel que soit x appartenant à E, puisque G est égal à E. Et donc, j'obtiens bien le résultat. Remarque que dans la démonstration précédente, on n'a pas utilisé n de x égale 0 implique x égale 0. Le théorème est vrai donc si n est une semi-norme, c'est-à-dire vérifie uniquement ça. Par ailleurs, on a supposé ça, si x appartient à f, alors moins x appartient à f et u de moins x est inférieur ou égal à n de moins x, mais u de moins x c'est moins u de x, qui est donc inférieur ou égal à n de x. Et donc on a ça, et donc on a ça. Et réciproquement, si on a ça, on a ça. Donc on aurait pu remplacer ça par ça. Et de même, remplacer u tilde de x inférieur ou égal à n de x par valeur absolue de u tilde de x inférieur ou égal à n de x. Démonstration, théorème de Hahn-Banach complexe. En un C espace vectoriel semi-normé, F un sous-espace vectoriel de E, U une forme linéaire sur F,
vérifiant module de u de x inférieur ou égal à n de x, quel que soit x appartenant à f, alors il existe une forme linéaire u tilde sur e qui prolonge u et qui vérifie ça, quel que soit x appartenant à e. Démonstration. E, le R espace obtenu à partir du C espace E. F, donc je l'appelle E, j'aurais pu l'appeler ER. Donc ça, on sait qu'on peut faire, il faut voir le chapitre sur les espaces vectoriels. F est un R espace de E, un R sous-espace de E. Et on considère V qui a x appartenant à F à ceci, RE, partie réelle de U de x appartenant à R. Forme linéaire, car RE et U sont linéaires. Quel que soit x appartenant à f, v de x égale partie réelle de ux égale partie réelle de i u de x, parce que u est linéaire, égale moins partie imaginaire de u de x, car si z égale a plus ib, eh bien iz est égal à moins b plus ia, ce qui prouve que partie réelle de iz est égale à moins b, c'est-à-dire à moins partie imaginaire de z. Donc u de x qui s'écrit partie réelle de u de x, c'est-à-dire v de x, plus i partie imaginaire de u de x, c'est-à-dire ça. Et donc on a ça, quel que soit x appartenant à f. Et module de v de x, c'est inférieur ou égal à module de u de x, hein, bien sûr, parce que c'est la partie réelle. D'accord ? Donc et comme lui, il est inférieur à ça, on a ça, quel que soit x appartenant à f. Donc on peut appliquer un banard réel, et donc il y a un prolongement v tilde sur le R espace E. Alors, prolongement de V. Donc, tel que V tilde de x est inférieur ou égal à n de x, quel que soit x. Soit alors U tilde, qui a x appartenant à E, associe ça. D'accord ? Voilà. Et donc, moins i partie... Alors, ça vient de là, hein. On prolonge ça en fait. Montrons que V tilde est C linéaire sur le C espace. On prend x, y appartenant à E, z égale a plus ib. Alors d'abord ça, U tilde de x plus y, hein, je vous laisse vérifier, c'est immédiat. L'autre c'est un petit peu plus compliqué, ça fait ça. Ensuite je développe. Donc ça fait V tilde de ce truc-là, moins i V tilde de i fois ce truc-là. Et donc ça fait ça. Et puis là je recommence. Ça fait a v tilde de x, bon, je vais vite parce que c'est facile. Et donc là, je factorise a plus ib, là aussi, et donc ça fait ça. Et donc je reconnais z u tilde de x, et donc u tilde est une C forme linéaire sur le C espace vectoriel grand E. Si x appartient à f, u tilde de x égale v tilde de x moins i v tilde de x. F c'est un sous-espace du C espace vectoriel grand E, donc x appartient à f aussi. Et donc v tilde de x égale v de x, donc u tilde de x est égal à v de x moins iv ix égale u de x. Voilà. Donc, oui, parce que v tilde de x est égal à v de x, vu que x appartient à f. Hein. D'après 1. Donc, u tilde prolonge, alors d'après 1, c'est-à-dire d'après ça. Donc, u tilde... je me suis rendu. Donc U tilde prolonge U. Maintenant, il n'y a plus que ça à vérifier, quel que soit x appartenant à f. C'est évident si U tilde de x égale 0, puisque ça c'est positif. Supposons qu'il ne soit pas égal à 0, je considère z ici, ce vecteur de E. U tilde de zx est égal à z. U tilde de x, ça c'est la linéarité de U tilde. Et donc je multiplie ça par U tilde de x et j'obtiens ça. D'accord ? Et donc... en simplifiant, ça me fait ça. Et ça, je vais démontrer que c'est égal à ça. Parce que V tilde de Zx est partie réelle de U tilde de Zx. Et partie réelle de Z U tilde de X égale partie réelle de U tilde de module de U tilde de X. D'accord ? Et donc, ça nous fait ça. D'accord ? Pourquoi c'est de ça à ça? Parce que quand je regarde, ça je l'ai déjà dit, c'est ça, voilà. Et donc la partie réelle, c'est ça, parce que ça c'est un nombre réel, tout simplement. Donc U tilde de x va être égal à V tilde de zx, qui lui est inférieur ou égal à n de zx, et qui est égal à module de z, n de x. Et module de z, c'est 1. Et donc ça fait égal n de x. Donc en fait, c'est vrai, ça reste vrai, ce truc-là,
même si u tilde de x est différent de 0. Donc j'ai ça qui est vrai, quel que soit x appartenant à E, bah ça y est, mon u tilde il vérifie toutes les bonnes conditions. Un dernier théorème de Hahn-Banach, le plus connu, prolongement des formes linéaires continues. Donc là on rajoute la continuité. F est un espace, un K, alors R ou C, espace vectoriel normé, F un sous-espace vectoriel de E, et U une forme linéaire continue de F vers K. Alors il existe une forme linéaire continue U tilde de E vers K qui prolonge U telle que n de U tilde est égal à n de U. N, la norme subordonnée classique, définie comme ça. Démonstration, valeur absolue de U de x est inférieure ou égale à n de U multiplié par norme de x, quel que soit x appartenant à f. Supposons U différent de 0 et prenons n', l'application qui a x appartenant à E, associe n' de x égale norme de x multiplié par n de U, donc qui appartient à R+. N' est positif, n' de x égale 0 implique x égale 0, puisqu'on a supposé U différent de 0, donc n de U est différent de 0, et si lambda appartient à K et que xy appartienne à E, je vous laisse vérifier parce que c'est absolument immédiat, mais on obtient bien une norme sur E. Et par ailleurs, ça nous montre que valeur module de U de x est inférieur ou égal à n' de x, quel que soit x appartenant à f. Donc, il existe un prolongement U tilde, une forme linéaire de E vers K qui prolonge U et vérifie module de U tilde de x inférieur ou égal à n' de x. Alors, donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait norme de x multiplié par n de U, quel que soit x appartenant à E. Et ça nous montre que U tilde est continu et que n de U tilde est inférieur ou égal à n de U. D'accord? Mais U tilde et U coïncident sur F, donc la norme de U tilde elle est supérieure ou égale à la norme de U. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai ça, et donc j'ai ça. Et ça reste vrai évidemment si U égale 0, parce qu'à ce moment-là, on prend U tilde égale 0, qui prolonge U, qui est linéaire, qui est continu, qui vérifie n de U tilde égale n de 0, c'est-à-dire n de U. Donc ça, c'est toujours vrai. Et donc on a démontré le théorème de Hahn-Banach des prolongements des fonctions linéaires. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Avant d'aborder la question de l'existence des bases orthonormales dans un espace de Hilbert, quelques petits rappels de théorie des ensembles. À la théorie des ensembles, qui est composée d'un certain nombre d'axiomes, on rajoute l'axiome du choix, qui est incontournable, et qui est équivalent au lemme de Zorn. C'est-à-dire que si on suppose vrai l'axiome du choix, il implique le lemme de Zorn. Et si on suppose le lemme de Zorn, il implique l'axiome du choix. Par ailleurs, on est obligé de la rajouter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer l'axiome du choix à partir des autres axiomes. Voilà. L'axiome du choix dit quoi? Que pour tout ensemble A non vide, il existe une fonction de choix, que je note petit f, de l'ensemble des parties de A privées du vide vers A. Et qui a T? Alors T, c'est une partie de A. D'accord? Donc, mais une partie non vide de A. D'accord? Associe f de T. Alors lui, f de T, c'est un élément de T. Parce que T est une partie de A. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux fabriquer une fonction, une application, qui a chaque partie de l'ensemble A, non vide, eh bien, associe un élément de cette partie. Alors, il est équivalent au lemme de Zorn qui dit quoi? Alors lui, son énoncé est plus compliqué. Tout ensemble non vide, partiellement ordonné, on va expliquer ce que c'est après, inductif, on va expliquer, admet un élément maximal petit a. Bon, partiellement ordonné, ça veut dire qu'il existe une relation, que je note inférieure ou égale, d'ordre partiel, donc réflexivité, symétrie, transitivité. Mais on ne peut pas forcément comparer deux éléments. C'est-à-dire si on prend x, y quelconque, on n'a pas forcément x inférieur ou égal à y ou y inférieur ou égal à x.
Ça, c'est partiellement ordonné. Inductif, toute partie f non vide de E est totalement ordonnée. Alors, totalement ordonnée, c'est-à-dire par rapport à ça qu'on est partiellement ordonné, mais qu'on peut comparer dans cette partie, pas surtout E, mais dans cette partie de f, on peut comparer deux éléments. Eh bien, toute partie comme ça admet un majorant. Et ça veut dire quoi, un majorant? Ça veut dire qu'il n'appartient pas forcément à f, il appartient à E, mais que si x, est inférieur ou égal à n, quel que soit x appartenant à f. Alors, élément maximal, alors là je l'ai appelé, on va l'appeler m au lieu de a, eh bien c'est m appartenant à E quand on est dans un ensemble, tel que quel que soit x appartenant à E, m est inférieur ou égal à x. D'accord? Que non, tel que quel que soit x appartenant à E, m inférieur ou égal à x implique m égale x. Voilà. D'où l'unicité d'ailleurs, parce que s'il y avait deux éléments maximaux, on aurait m inférieur ou égal à m', puis m' inférieur ou égal à m, donc m égale m'. Une partie B non vide d'un espace de Hilbert E est orthonormale si la norme de x est égale à 1, quel que soit x appartenant à B, c'est-à-dire les éléments de B sont normés, et si on prend deux éléments différents, ils sont orthogonaux. Alors, B est une partie libre, mais pas forcément génératrice, c'est une partie libre de E, car s'il existe, on a déjà fait cette démonstration, une combinaison linéaire, donc finie, des xi. Alors si j'appelle xi, c'est voilà, c'est B. Eh bien, oui, je l'écris d'ailleurs. Donc s'il existe une combinaison linéaire finie, eh bien en choisissant k entre 1 et n, et en formant le produit scalaire xk somme des lambda i xi, qui vaut 0, donc le résultat il va être nul de ce produit scalaire. Je vais obtenir somme des lambda i, produit scalaire xk, xi, mais les xk, xi, ils valent tous 0 quand i est différent de k. Et ils valent 1 quand i égale k. Donc j'obtiens en fait ça, c'est-à-dire ça. Mais je veux que ça soit égal à 0. Donc ça veut dire que lambda k égale 0, quel que soit k, et donc la partie est libre. Une partie non vide B de l'espace de Hilbert est appelée une base hilbertienne si c'est une famille orthonormale. Si elle est totale, et totale, ça veut dire que le sous-espace engendré par B est dense dans E. Ça ne veut pas dire qu'il est égal à E, ce sous-espace. C'est là toute la différence avec une base algébrique. Mais il est dense dans E. Remarque, si B est une base orthonormale... Alors, si on est en... Oui, si B est une base orthonormale et algébrique de l'espace de Hilbert, alors B est évidemment une base hilbertienne. Pourquoi? Parce que tout x appartenant à E, comme c'est une base algébrique, peut s'écrire comme ça. Et puisqu'il s'écrit comme ça, il appartient à l'espace engendré par B. Donc l'espace engendré par B est égal à E. Donc évidemment, son adhérence aussi. Alors c'est le cas notamment en dimension finie. En dimension finie parce qu'on sait qu'il est... Alors on est sûr, il existe des bases orthonormales et algébriques en dimension finie. Et si on prend une base orthonormale, une base algébrique orthonormale en dimension finie, eh bien, par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est forcément une base hilbertienne. Par contre, c'est faux en dimension infinie, et on expliquera pourquoi c'est faux. C'est-à-dire que base orthonormale n'implique pas en dimension infinie, n'implique pas n'implique pas base algébrique. Un exemple d'espace de Hilbert avec E égale L2 de C, l'espace vectoriel des suites xn de la coefficient dans C, vérifiant ça. On a déjà vu que c'était un espace pré-hilbertien complexe. Il faut montrer qu'il est complet. Donc on considère une suite ZP de Cauchy dans E. Donc chaque élément de la suite est elle-même une suite, que je note comme ça. Et quel que soit epsilon positif, j'exprime le fait qu'elle est de Cauchy. Il existe n tel que n1, n2 supérieur ou égal à n, implique ça.
Zn1 moins Zn2, c'est la suite de termes général ça. Donc, quand N1, N2 est supérieur ou égal à N, ça signifie que somme de 0 à plus infinité Zn1k moins Zn2k en modulo carré est inférieur à epsilon 2. Donc, en particulier, si je choisis un k entre 0 et plus l'infini, ça fera que chaque terme sera inférieur à epsilon. Donc, pour k fixé, la suite Zpk est de Cauchy. Voilà, parce que j'ai ça. Et de Cauchy, car quel que soit epsilon positif, il existe n tel que n1, n2 supérieur ou égal à n implique ça. D'accord? Donc, comme c'est complet, cette suite-là est convergente. De limite, la limite, c'est, je vais la noter tk, hein, puisqu'il s'agit d'une suite, là j'ai fixé le k, donc sa limite, je l'appelle tk. Et je vais considérer la suite dtk, donc c'est bien une suite t de c puissance n. Epsilon positif, il existe n tel que n1, n2 supérieur ou égal à n, implique que l'on a ça, hein, qu'on a déjà, en fait c'est quelque chose qu'on a déjà écrit, et voilà, c'est ça. Bon, je ne sais pas pourquoi je m'embête à chaque fois à mettre des inférieurs strictement, alors que je pourrais mettre des inférieurs ou égales, c'est bien plus simple. Donc j'ai ça, tout le temps. Et donc, si je bloque, si je vais jusqu'à P seulement, je vais obtenir que somme de K égale 0 à P, des Zn1k moins Zn2k au carré est inférieur ou égal à epsilon 2. Bon, je fixe N1 maintenant. Je fixe N1 et on fait tendre à N2 vers plus infini. Donc ici c'est N2 qui tend vers plus infini. Donc la limite de ça va être TK. Et donc ça me donne ça. Quel que soit P. Quel que soit P. Et donc, ça veut dire que la série des sommes des modules de Z n1k moins tk au carré est convergente. Et sa somme est inférieure ou égale à epsilon 2. Bon. Donc la suite Zn1 moins t appartient à L2 de C. Mais Zn1 appartient à L2 de C. Donc par soustraction, t qui est égal à Zn1 moins Zn1 moins t appartient à L de C puisque L2 de C est un espace vectoriel. Quel que soit epsilon positif, je reprends toujours la même chose. Il existe N1 tel que N1 supérieur ou égal à N implique ça. C'est ce qu'on a démontré avant. Ça veut donc dire que la norme de Zn1 moins t au carré, la norme dans E, dans l'espace E, L2, est inférieure ou égale à epsilon 2, donc que la norme de Zn1 moins t est inférieure ou égale à epsilon. Donc ça veut dire que la suite Zp, P appartenant à N, tend vers T. Voilà. Donc au départ, la suite Zp était une suite de Cauchy. Eh bien je viens de démontrer qu'elle était convergente dans E, donc ça prouve que E est complet, et donc E est un espace de Hilbert. Théorème, on montre enfin que tout espace de Hilbert admet une base hilbertienne. Démonstration, soit delta l'ensemble des familles orthonormales de l'espace grand E, qui est supposé non réduit à 0, bien sûr. Delta est non vide parce que si A appartient à E et qu'il est non nul, A sur norme de A est une famille orthonormale. On ordonne delta par l'inclusion. L'inclusion qui est réflexive, B est inclus dans B, symétrique, B inclus dans B', B' inclus dans B implique B égale B', et transitive, B1 inclus dans B2, B2 inclus dans B3 implique B1 inclus dans B3. Donc c'est une relation d'ordre partiel évidente, soit delta', une partie non vide totalement ordonnée de delta, et je forme B qui est l'ensemble des vecteurs qui sont dans les familles orthonormales de delta'. Autrement dit, des vecteurs pour lesquels il y a une famille orthonormale et que X appartient à cette famille. Voilà. Tout X appartenant à B est donc normé, puisque les éléments appartiennent à des familles orthonormales. Si XY appartient à B et que X est différent de Y, donc X appartient à B1, Y appartient à B2, B1, B2 appart'ient à delta', l'ordre est total sur delta', donc on a ça ou ça. Si on a ça, alors XY appartiennent à B2, et comme X est différent de Y,
On a deux vecteurs d'une base orthonormale, B2. Donc X est orthogonal à Y. Idem si B2 est inclus dans B1. Donc B est une famille orthonormale parce que déjà tous les vecteurs étaient normés et on vient de voir que si deux vecteurs sont différents, ils sont orthogonaux. Donc B appartient à delta. Si B1 appartient à delta prime, alors par construction de B, B1 est inclus, tous les vecteurs de B1 sont dans B. Donc B est un majorant de delta prime. Donc l'ordre, l'inclusion, est inductif. Donc d'après le lemme de Zorn, il existe un élément maximal dans delta. C'est-à-dire que quel que soit B appartenant à delta, je l'appelle B0, cet élément maximal. B0 inclus dans B implique B0 égale B. Soit F, les sous-espaces engendrés par B0. Sous-espace de E. On sait que F, l'adhérence de F, somme directe F orthogonale est égale à E. Supposons que l'adhérence n'est pas égale à E. Donc F orthogonale n'est pas égal à 0. Soit A différent de 0, appartenant à F orthogonale, je construis alors B égale B0 union A sur norme de A. Bon. Ce vecteur-là, il est orthogonal à tous ceux qui sont dans B0. Et il est normé. Donc, et ça, c'est une base, c'est une famille aussi orthonormale. Donc, la réunion des deux, ça va évidemment être une famille orthonormale de E. Donc, qui appartient à delta. Alors, j'ai B0 qui est inclus dans B. Et B est différent de B0. Donc, ça contredit le fait que B0 est un élément maximal. Donc, ça veut dire qu'on a mal supposé. Donc, ça veut dire que F bar est bien égal à E. Et donc ça implique tout naturellement, d'après sa définition, que B0 est une base hilbertienne de E, et donc que tout espace de Hilbert admet une base hilbertienne. Soit E un espace de Hilbert de dimension infinie, par exemple L2 de C, il admet une base orthonormale B0 égale EI. Ça, on le sait. Et on peut extraire une famille infinie dénombrable, B égale EI, I appartenant à J, donc J est infini dénombrable, donc équipotent à N, que l'on va noter En, pour simplifier l'écriture, N appartenant à N étoile. On considère alors cette série. Elle est absolument convergente parce que son terme général en norme est égal à 1 sur N2, et comme l'espace est complet, et que cette série-là est convergente dans R, on en déduit que ici, on a une série convergente, et j'appelle X appartenant à E la somme de cette série. On va montrer que X n'appartient pas à l'espace engendré par B0. Alors sinon, on pourrait extraire une famille K finie de I et dire que X serait une combinaison linéaire de EK. Alors là, j'ai une double notation. Là, c'est quand c'est avec grand N, et puis là, c'est avec K qui est autre chose. K fini et J infini. Donc forcément, il existe N appartenant à N étoile qui, tel que En n'est pas un des EK, K appartenant à K. Alors à ce moment-là, je regarde le produit scalaire ENX, c'est-à-dire somme des lambda K, En, EK, pour K appartenant à K. Bon, comme En est différent de chaque K, En est orthogonal à EK. Et donc, je tiens 0, et donc dans la somme, ça fait 0. Maintenant, si je prends P supérieur ou égal à N, et je considère somme de J égale 1 à P de EJ sur N2, eh bien, En XP, j'appelle ça XP, est égal à somme de J égale 1 à P, et En EJ sur J2. Alors là, c'est pareil. J'ai P qui est plus grand que N. Il n'y a qu'une seule fois où il va être égal à N, c'est quand J vaut N. Sinon, En et EJ sont orthogonaux, et donc ça vaut 0. Et quand J est égal à N, ça vaut 1 sur N2. D'accord? Donc, quand je fais tendre maintenant P vers plus l'infini, c'est par ça que j'ai pris P supérieur ou égal à N, eh bien, je vais obtenir que, puisque le produit scalaire est continu, les ENX égale EN limite de XP, je peux l'écrire limite de EN XP, ça va faire limite de 1 sur N2 quand P tend vers plus infini, donc ça fait 1 sur N2. Mais en même temps, il faudrait que ça soit égal à 0, et ça c'est impossible. Donc il y a une contradiction.
Donc B0 n'est pas une base algébrique. Voilà. Conclusion, si E est un espace de Hilbert de dimension infinie, ces bases orthonormales B ne sont pas des bases algébriques. C'est-à-dire qu'on va avoir l'adhérence de l'espace engendré par B qui est égal à E, mais B n'engendre pas E. Nous allons maintenant démontrer que l'espace L2 de C est de dimension infinie et on va donner une base orthonormale hilbertienne de L2 de C. On note pour I appartenant à N, EI, la suite des delta IJ, J appartenant à N. Autrement dit, c'est la suite où il n'y a que des zéros, sauf au rang I où il y a 1. B, la famille des EI, est une famille libre de Cn. Parce que si on prend une combinaison linéaire finie, donc J fini, lambda I appartenant à C, combinaison nulle, alors en prenant n égale le sup des I appartenant à J, et en posant lambda I égale 0 pour I n'appartenant pas à J, on a ça, qui implique ça, et la suite nulle. Donc tous les lambda I sont nuls, et donc on a bien une partie libre. Ce qui veut dire que C à la puissance n est de dimension infinie. D'accord? Bon, mais ces EI là, ils appartiennent à L2 de C. Parce que la somme des delta IJ au carré quand J varie de 0 à plus l'infini est égale à 1, vu que là-dedans il n'y a que des zéros, sauf quand J vaut I. Donc on a norme de I égale 1, quel que soit I. Donc B est une famille normée et libre de L2 de C, qui est aussi de dimension infinie. Si I est différent de J, le produit scalaire I EJ, tel qu'on l'avait défini sur l'espace L2 de C, c'est ça. Et ça vaut 0 dès que K n'est pas égal à I, ou que K n'est pas égal à J. Et comme I est différent de J, de toute façon, quand il y en a un qui vaut 1, l'autre vaut 0. Donc ça vaut toujours 0. Donc c'est une famille orthonormale de L2 de C. Alors nous allons montrer que l'adhérence de la part du sous-espace engendré par B est L2 de C, soit X appartenant à L2 de C. Donc c'est une suite Xn. Et on définit la suite Yn comme étant celle-là. C'est-à-dire, on prend les termes de X, les premiers termes de X, puis ensuite on met des zéros. Voilà, donc c'est somme des xk et k pour k égale 0 à n. Donc ça appartient à l'espace engendré par B, et donc ça appartient bien à L2 de C. Je rappelle que L2 de C, c'est un espace vectoriel. La norme de x moins yn, c'est, quand je fais x moins yn, tous les premiers termes sont nuls, donc il va rester ceux à partir de n plus 1, donc ça fait ça. Et ça nous donne, c'est le reste de rang n de la suite somme de 0 à plus l'infini des modules de xk au carré. Et on sait que c'est convergent parce que x appartient à L2 de C. D'accord? Donc, ce reste qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on a ça. Et donc x est égal à la limite des yn quand n tend vers plus l'infini dans L2 de C. Donc ça veut dire que c'est vrai pour tout x appartenant à L2, on a su écrire x comme étant une limite d'éléments de l'espace engendré par B. Donc ça veut dire que l'adhérence de l'espace engendré par B est E. Et donc B est une base orthonormale hilbertienne de L2 de C. Conclusion, L2 de C est dimension infinie et B est une base orthonormale, je me répète, hilbertienne de L2 de C.